Salut, c'est Enzo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment créer un site WordPress de A à Z. Donc c'est une formation qui est complète et gratuite sur WordPress. On verra comment choisir un hébergeur, comment installer WordPress dessus, puis je vous présenterai en détail le tableau de bord WordPress pour que vous compreniez tous les éléments qui sont présents. On verra également comment choisir un thème et des plugins, puis je vous montrerai comment personnaliser toutes vos pages et votre thème WordPress pour avoir un site qui est unique et qui est professionnel. Juste avant de commencer, je vous invite à télécharger les 17 ressources WordPress indispensables. C'est le lien qui est en description. Dans ce document, vous retrouverez le meilleur thème gratuit WordPress selon moi et une vidéo de présentation, mais aussi la liste des plugins indispensables. Et à chaque fois, vous aurez une vidéo de présentation détaillée de ces plugins en question. Puis dans ce document, vous trouverez également des outils externes à WordPress, mais qui sont essentiels pour gagner du temps et pour créer votre site. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez le télécharger gratuitement. C'est le lien qui est en description. Et si vous débutez sur WordPress, eh bien c'est un document qui va beaucoup vous aider, je pense. Donc voilà, maintenant c'est parti, on se retrouve sur mon ordinateur. Et pour commencer, on va faire la distinction entre wordpress.com et wordpress.org parce qu'il peut y avoir une petite confusion entre les deux. Donc on a wordpress.com qui présente un plan 100% gratuit, mais les fonctionnalités vont être très limitées. On ne pourra pas installer de plugins, on ne pourra pas installer de thèmes, donc on ne pourra pas faire grand chose en fait avec le site. Et après, dès qu'on va vouloir avoir un peu plus d'options, ça peut devenir assez cher. Si on veut pouvoir installer des extensions, ce qui est indispensable à WordPress, eh bien déjà ça va être 25 € par mois. Et si on veut un site e-commerce, ça va être 45 € par mois. Donc ça peut être assez cher. Et nous, on va plutôt utiliser wordpress.org. Donc en fait, c'est le même logiciel, c'est exactement le même WordPress, vous aurez exactement les mêmes fonctionnalités, sauf que sur wordpress.com, c'est une société de services qui va proposer un hébergement et un support client, et c'est pour ça qu'ils vont vous faire payer. Tandis que wordpress.org, c'est ce qu'on appelle un logiciel open source, donc il est 100% gratuit, et vous pourrez utiliser toutes les fonctionnalités. Mais pour cela, on va avoir besoin d'un hébergeur et d'un nom de domaine. Et donc, c'est les seuls frais que vous aurez à payer. Et on verra que c'est beaucoup moins cher que sur wordpress.com. Donc, vous pourrez avoir un site WordPress professionnel quasiment gratuitement. Il existe plusieurs hébergeurs, mais moi, je vais vous présenter Yonos dans cette vidéo, puisque selon moi, c'est celui qui présente le meilleur rapport qualité-prix. Ils ont un très bon support client. Moi, dès que j'ai eu des problèmes, je les ai contactés et j'ai pu avoir quelqu'un au téléphone très rapidement. Et ils proposent une offre qui est vraiment imbattable. On va aller voir ça tout de suite, on va aller dans hébergement et WordPress, puis dans hébergement web. On peut voir ici qu'on a hébergement WordPress, mais en réalité, les deux c'est exactement pareil, c'est juste un hébergement. Et des fois, le prix va varier entre les deux selon les offres du moment. Donc vous pouvez aller voir les deux et voir lequel est le moins cher. Dans tous les cas, vous aurez les mêmes fonctionnalités. Donc on va aller dans hébergement web et on peut voir voilà, qu'on a une offre à partir de 1 € par mois. Donc vous voyez que pour 1 € par mois, vous aurez accès à WordPress complètement. Vous pourrez installer des extensions, des thèmes et même faire une boutique en ligne si vous le souhaitez. On va aller voir les packs et c'est cette option qu'on va prendre. Donc on peut voir que c'est pendant 12 mois 1 € que ça passe à 8 € par mois. Vous pouvez également prendre une autre offre, par exemple celle-ci qui sur le long terme est plus intéressante puisque après on passe à 3 € hors taxe par mois. Mais dans tous les cas, une fois que vous arrivez au bout des 12 mois, vous pouvez transférer de contrat. Moi c'est ce que je fais. Je prends cette offre et ensuite je transfère vers l'offre essentielle pour payer plus que 3,60 € TTC. Donc vous avez juste à cliquer sur continuer et ici il va falloir choisir votre nom de domaine, c'est-à-dire le nom de votre site, c'est-à-dire l'URL qui se trouve juste ici. Il va falloir vérifier que le nom de domaine est valide. Moi je vais marquer EasyWP et je vais faire rechercher. On peut voir dans mon cas qu'il est déjà pris. Il va falloir que vous choisissiez un domaine qui est libre. Moi, je vais en prendre un au hasard et je vais cliquer sur continuer. Ici, c'est des options complémentaires. On ne va pas les prendre. On va juste cliquer sur continuer. Et voilà, vous arrivez au résumé de votre commande. On peut voir qu'on a juste 1 € à payer aujourd'hui, puis que le nom de domaine est offert pendant 1 an. Donc ensuite, vous avez juste à cliquer sur continuer, à créer votre compte, à payer. Ça, je vous laisserai faire. C'est pas compliqué. Et moi, je vais me connecter à mon compte client où j'ai déjà un nom de domaine. Et on se retrouve juste après. Une fois que vous avez créé votre compte et que vous avez payé votre hébergement, vous vous retrouvez ici avec vos noms de domaine, donc vous en aurez qu'un sûrement. Moi, c'est celui-ci que je vais utiliser dans la vidéo. Vous aurez juste à cliquer sur votre nom de domaine et cliquer sur modifier le type d'utilisation. Une fois que vous aurez cliqué, vous allez atterrir sur cette page. Peut-être qu'une fois que vous avez payé et créé votre compte, vous allez même directement atterrir sur cette page. Et vous avez juste à cliquer sur créer un site web. Et là, on va choisir WordPress. Ici, on va donner le titre du site web. Ça n'a pas vraiment d'incidence pour les visiteurs. C'est plutôt pour vous y retrouver. Moi, je vais marquer Test Easy WordPress.
et on va créer le site web. Ici, on va devoir saisir des identifiants pour la connexion à l'administration de WordPress. Je vous conseille de choisir quelque chose d'assez sécurisé avec des chiffres, des lettres, des majuscules. Pareil pour le mot de passe. Moi, dans mon cas, je vais marquer EasyWP22 et on a juste à cocher cette case puis cliquer sur suivant. Là, on a deux options. On a Manager WordPress ou WordPress tout simple. Là, c'est Yonos qui va s'occuper d'installer quelques plugins de base sur votre site et mettre à jour vos plugins de temps en temps. Moi, je prends la version de base. Je vous conseille de faire pareil, la version Manager n'est pas forcément utile, mais si vous voulez la prendre, c'est gratuit, vous pouvez le faire. Donc moi je vais cliquer sur poursuivre avec WordPress et on peut voir que notre site est en cours de création. Voilà, mon site vient d'être créé, j'ai plus qu'à cliquer sur modifier le site web et ça va me rediriger automatiquement vers l'interface d'administration de WordPress. Là j'ai juste à saisir les identifiants que j'ai créés tout à l'heure et je peux me connecter directement à WordPress. On va passer la configuration et on arrive directement sur notre tableau de bord WordPress. Si jamais vous avez un souci pour vous connecter, il peut y arriver de temps en temps que quand vous cliquez sur modifier le site web, il n'y a rien qui se charge, ça fasse une erreur. Eh bien, vous avez juste à vous déconnecter et reconnecter de votre compte client ou bien à vider le cache de votre navigateur et dans la plupart des cas, ça va régler le souci et vous pourrez accéder à votre tableau de bord. Une fois qu'on est là, on a donc le tableau de bord WordPress, l'administration avec cette barre. Ici, on va pouvoir aller visiter notre site et voir le côté client. Là, à chaque fois, on sera dans le côté administration, le back-office, et ici, dans le côté client. On peut voir que pour l'instant, notre site est vide. Ici, vous avez l'option créer pour plusieurs raccourcis, et là, vous pouvez aller modifier votre profil. Bon, c'est pas forcément intéressant, on va pas perdre de temps là-dessus. Ici, le tableau de bord, pareil, on a différentes informations. Vous pouvez déplacer les différents onglets et les fermer ou carrément les supprimer en cliquant sur option de l'écran et en décochant. Mais dans tous les cas, je pense pas que vous allez vous servir trop souvent du tableau de bord. Ici, on a l'onglet mise à jour. Là, vous allez pouvoir mettre à jour WordPress dès qu'il y a une mise à jour, vos extensions, vos thèmes. À chaque fois que vous faites une mise à jour, pensez bien à faire une sauvegarde. On verra bien sûr dans ce tuto comment faire. Et ensuite, on arrive à une section qui est déjà un peu plus intéressante, c'est les articles. On peut voir qu'on a articles et pages. Quand on débute, ça peut être un peu confus la différence entre les deux. L'article, en fait, à chaque fois, il va y avoir une date qui est mise en avant, un auteur, des commentaires. Donc ça va plutôt être pour du contenu d'actualité, pour créer une section blog. Et voilà, créer du contenu à chaque fois qui va être mis à jour et qui concerne des actualités. Tandis que les pages, ça va vraiment être les sections importantes de notre site. Par exemple, la page d'accueil, la page contact, la page à propos. Et pour faire simple, les pages, c'est ce qu'on va retrouver dans le menu principal et qui représente les différentes sections de notre site. Tandis que les articles, on va éviter de le mettre dans le menu principal, je vous le déconseille. Là, ça va plutôt être des petits contenus plutôt sous forme textuelle et qui vont permettre de créer une section blog. On verra à la fin de cette vidéo comment créer des articles et différentes catégories, comment créer une section blog. Mais là, pour l'instant, on va passer aux autres onglets. Ici, on a Média. Donc, c'est tout simplement toutes vos images que vous aurez téléversées. En cliquant ici, vous pouvez directement importer une image de votre ordinateur, mais aussi un PDF ou bien des vidéos, même si je déconseille d'importer des vidéos puisque ça va ralentir le temps de chargement de votre site. Il vaut mieux importer les vidéos directement sur YouTube, puis mettre un lien sur votre site. Ici, on arrive à la section pages. On va donc créer les différentes pages de notre site. Les deux pages qui sont mises par défaut, on va les mettre à la corbeille. Et on va cliquer sur ajouter. Ici, on a une petite présentation de l'éditeur de page. Moi, je vais la fermer, vous pouvez la regarder si vous le voulez. Déjà, ce que je vais faire ici, c'est que je vais décocher le mode plein écran pour avoir ma section là et avoir mes différents raccourcis. Et là, on va pouvoir mettre les différents titres. Moi, je vais créer différentes pages. Pour l'instant, on ne va pas les modifier, on va juste les créer pour ensuite créer notre menu. Et je vous montrerai par la suite comment personnaliser vos pages, créer votre contenu. On va créer la page d'accueil. On va cliquer sur publier. On va ajouter une nouvelle page qu'on va nommer contact. Là, je vous laisserai créer les pages qui vous intéressent. On va mettre par exemple nos services et une page blog qui listera tous nos articles de blog. Et on va créer une dernière page qui est obligatoire, c'est les mentions légales. Puis on va cliquer sur publier. Là, si je vais maintenant dans toutes les pages, on retrouve les différentes pages que je viens de créer. On peut cliquer sur modifier pour créer le contenu et modifier le titre, tout ça, ou modification rapide pour avoir quelques petits raccourcis. Une fois que ces pages ont été créées, on va maintenant créer notre menu pour que les utilisateurs puissent rapidement y accéder. Pour cela, on va aller dans la section apparence menu. Ici, on va donner un nom à notre menu.
Nous, ça va être le menu principal de notre site et on va afficher l'emplacement, c'est-à-dire où c'est que ce menu va s'afficher. Ici, on a Primary Menu, c'est le menu principal, donc on va cocher cette case. Et selon les thèmes que vous allez installer, vous aurez différentes options ici. Puis on va cliquer sur Créer le menu. Voilà, maintenant on va pouvoir ajouter nos différentes pages qui sont ici. Moi, dans mon menu principal, je vais ajouter nos services, contacts, blog. Je ne vais pas ajouter la page d'accueil, contrairement à ce qu'on voit sur beaucoup de sites. On voit souvent marqué accueil dans le menu principal, mais en réalité, c'est pas utile puisque vous avez juste à cliquer sur le logo pour retourner à l'accueil. Et ça, tous les gens le savent. Donc ça sert à rien d'ajouter cet élément qui va encombrer le menu pour rien. Ici, on peut voir qu'on peut ajouter d'autres éléments à notre menu, notamment des articles. Je vous déconseille de le faire. Des liens personnalisés, ça peut être utile pour rediriger vers vos réseaux sociaux, par exemple. Vous avez juste à mettre une URL et un texte qui sera le titre du lien. Et des catégories, ça c'est les catégories d'articles. Et si on va dans Options de l'écran, on peut voir ici qu'on peut cocher ou décocher certaines choses. Par exemple, si vous avez une boutique en ligne, vous allez pouvoir cocher par exemple catégorie de produits pour pouvoir ajouter les catégories de produits dans votre menu. Donc voilà, s'il y a quelque chose que vous souhaitez ajouter à votre menu mais que vous ne trouvez pas, eh bien c'est peut-être parce que ça n'a pas été coché juste ici. Là, on peut également cocher différentes options qui seront affichées juste ici. Par exemple, la description ou la classe CSS. Bon, ça, si vous ne connaissez pas le code CSS, ça ne sert à rien de le cocher. Et là, donc, on a notre menu avec nos 3 pages, un menu qui est assez simple. À chaque fois, vous allez pouvoir déplacer des éléments comme ceci pour le réorganiser. Vous pouvez également décaler comme ceci l'élément, et ça va permettre de créer un menu déroulant. Là, on aura blog, et en menu déroulant, on aura nos services. Et si vous avez un très gros menu avec beaucoup de menus déroulants, vous pouvez vous retrouver avec une très grande liste de pages. Et le problème, c'est que dès que vous allez ajouter une nouvelle page, elle va automatiquement s'ajouter tout en bas. Et si vous avez une très grande liste, ça peut être assez long de remonter plusieurs éléments et de tout réorganiser. Donc pour ça, il y a une petite astuce. C'est si vous voulez monter plusieurs éléments à la fois. Par exemple, imaginons que ces 3 éléments, je veux les monter au-dessus de blog. Au lieu de le faire un par un comme ceci, et que ça peut être assez long si on a beaucoup d'éléments, eh bien, vous pouvez décaler comme ceci les éléments. Puis ensuite, vous pourrez monter tout le groupe comme vous le souhaitez. Là, par exemple, je le remonte tout en haut et redécaler ensuite. Ça peut vous faire gagner un peu de temps. Pour moi, je vais retirer les mentions légales et je vais rester comme ça. Je vais cliquer sur enregistrer le menu. Et maintenant, si je clique ici sur aller sur le site, on peut voir que j'ai mon menu qui s'est ajouté. Là, j'ai le titre de mon site puisque je n'ai pas encore défini de logo, mais par la suite, ça sera remplacé par le logo et vous aurez un lien qui redirige vers la page d'accueil. On va maintenant installer ce qui s'appelle un thème, c'est-à-dire quelque chose qui va gérer toute l'apparence de votre site, l'apparence du menu principal et l'apparence du pied de page et la mise en forme globale des pages. Donc pour cela, on va aller dans Apparence thème. On peut voir que par défaut, on a les thèmes WordPress qui sont installés, mais si je clique sur Ajouter, eh bien je vais pouvoir avoir toute une bibliothèque de thèmes. On en a certains qui sont gratuits, d'autres qui sont payants. On peut aller dans Populaire et on a 2 thèmes que moi je vais vous recommander. Il y a Astra qui est vraiment pas mal. Et dans cette vidéo, on va utiliser OceanWP qui, selon moi, est mieux puisqu'il y a plus d'options de personnalisation, notamment si vous avez une boutique en ligne. Vous pouvez cliquer sur Prévisualiser pour voir ce que va rendre votre site avant d'activer le thème. Sinon, vous pouvez directement l'installer. Donc moi, je vais cliquer sur Installation. Si vous voulez voir des vidéos qui présentent en détail OceanWP et Astra, j'en ai fait. Donc vous pouvez aller sur ma chaîne et voir ces vidéos, puisque là je vais vous présenter les options, mais assez rapidement pour éviter que la vidéo soit trop longue. Ici, je vais cliquer sur Activer. Et maintenant, si j'actualise ma page, on peut voir déjà que l'apparence a changé, notamment le menu et le contenu de la page. Et ça, on va pouvoir le personnaliser. Pour cela, vous avez 2 options. Soit vous cliquez ici dans Apparence personnalisée et vous allez arriver sur toutes les options de votre thème. Soit quand vous êtes sur votre site, depuis n'importe quelle page, vous pouvez accéder au raccourci qui est juste ici. Et on va cliquer donc sur Personnaliser. Ce panneau, il va changer en fonction du thème que vous avez installé. Vous aurez plus ou moins d'options. On a tout d'abord l'identité du site avec le slogan. Nous, on va l'enlever. Comme titre du site, je vais juste marquer Easy WordPress. Et là, vous allez pouvoir téléverser un icône du site, c'est-à-dire le petit icône qui sera juste ici. Ça, je vous laisserai le faire. C'est important de le faire pour éviter d'avoir juste le logo WordPress. C'est pas terrible. Ensuite, dans couleur, on va pouvoir choisir une couleur du texte pour l'entête. En fait, c'est tout simplement la couleur de ce texte-là. Vu qu'on va le remplacer par un logo, c'est ce que je vous conseille de faire. C'est pas forcément utile de modifier cette option. Ensuite, on a menu, widget, ça on le verra plus tard. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment les options propres au thème. Donc on a option générale. Ici, vous avez plusieurs options, le style général, la couleur principale au survol. Par défaut, c'est le bleu. On peut voir qu'on a plusieurs éléments qui apparaissent en bleu. Pareil, quand on survole les liens, c'est en bleu. Mais si vous changez ça, par exemple, en rouge,
On peut voir ici que les différents éléments vont apparaître en rouge. Pareil, quand vous aurez des boutons, ça apparaîtra en rouge également. Voilà, vous pouvez définir ici une couleur qui s'appliquera un peu partout sur votre site. Une couleur d'arrière-plan et la couleur des liens. Je vous laisserai voir ça, pareil pour les réglages généraux. On va se mettre par exemple ici en pleine largeur pour éviter d'avoir une colonne latérale. Parfois quand on clique sur pleine largeur, ça ne se met pas vraiment en place. C'est un petit bug, mais si on clique sur publier et qu'ensuite on va voir le site, qu'on se rend sur une page, on peut voir qu'on est bien passé en pleine largeur. Ici dans page de résultats de recherche, vous pouvez cibler le type de contenu que vous voulez afficher, des articles, des pages ou des produits si vous avez une boutique en ligne. Ça peut être pas mal d'afficher uniquement des produits si vous avez une boutique en ligne, puisque la plupart des gens vont rechercher des produits et pas rechercher un article ou des pages. Voilà, vous avez différentes options. Pareil pour le titre de la page, c'est ce titre ici. Vous allez pouvoir modifier la couleur d'arrière-plan, la marge, puisque là on a quand même une grosse marge. Nous on va passer par exemple à 10 et 10 pour éviter que ça prenne trop de place. Vous avez différents styles. Vous pouvez choisir de désactiver le fil d'Ariane. Le fil d'Ariane, c'est tout simplement des éléments qui vont s'afficher juste ici et qui vont reprendre la structure de votre site. Par exemple, si je suis sur la page Nos services, ça va marquer Nos services. Et si je suis sur une sous-page de Nos services, eh bien ça va marquer Nos services le nom de la sous-page. Moi, je vais désactiver le fil d'Ariane et je vais faire retour. Voilà, je vous laisserai voir les différentes options, on ne va pas tout voir parce que c'est du détail. Ici, les typographies, vous allez pouvoir modifier les polices, les tailles et la graisse pour chaque titre ou pour le corps de texte. La barre supérieure, c'est le contenu qui se trouve au-dessus du menu principal. Vous pouvez intégrer directement du contenu en écrivant du texte. Vous pouvez également inclure des icônes vers les réseaux sociaux en mettant différents liens. Donc voilà, vous avez pas mal d'options. Moi, dans mon cas, je vais la désactiver. Et ici, on arrive dans l'entête. C'est tout simplement notre menu principal, puisqu'il faut savoir qu'un site est construit de cette façon. On a l'entête qui va être le même sur toutes vos pages. Ensuite, on a le contenu de la page qui donc va varier en fonction des pages et du contenu. Et en bas, on a le pied de page ou le footer. Et là, c'est pareil, il sera identique sur toutes vos pages. Et grâce au thème, on va donc pouvoir modifier l'entête, le pied de page, mais le contenu de la page, c'est-à-dire le texte et les images, tout ça, eh bien, ça ne sera pas construit avec le thème, ça sera construit directement sur les différentes pages, puisque ça varie en fonction des types de contenu. Là, on va donc configurer l'entête. Dans général, vous allez pouvoir choisir le style d'entête. On a plusieurs styles, minimal, transparent, plein écran. Ça va mettre un menu comme ceci. Voilà, je vous laisserai regarder ce que vous préférez et regarder les différentes options. Ici, dans logo, on va tout simplement pouvoir mettre un logo. Moi, je vais en téléverser un. Une fois que vous l'avez téléversé, vous avez juste à faire sélectionner. Ici, vous pouvez le recadrer. Et on a le logo qui s'affiche. On va diminuer sa taille, bien sûr. Voilà. Dans menu, pareil, on a différentes options pour le menu principal. On peut par exemple le centrer, mettre un effet sur les liens pour que ça fasse un petit effet quand on survole les liens. Définir les différentes couleurs, ça je vous laisserai le faire en fonction de vos goûts. Et ici, on a le menu mobile, puisque on peut prévisualiser selon les différents appareils. Là, on va se mettre sur mobile et on peut voir que le menu est différent, bien sûr. Et pareil, on a différentes options, par exemple pour mettre le lien à gauche, ce qui est un peu plus intuitif. Enlever le texte du menu. Voilà, je vous laisserai regarder pareil ces différentes options. On va se remettre en affichage PC. Ensuite, on a la section blog. Là, ça va être pour modifier la mise en forme de vos articles de blog. On a ce qu'on appelle l'entrée du blog. C'est la page qui va lister tous vos articles. Et ensuite, on peut modifier pour les articles uniques. C'est-à-dire quand on arrive ici sur un article de blog. On peut voir que par défaut, on a l'image mise en avant, puis le titre, puis les méta. C'est toutes les données relatives à l'article. Moi, ça, je vais choisir de le désactiver, par exemple. Ensuite, on aura le contenu de l'article, qui sera unique pour chaque article, bien sûr. Ensuite, la boîte d'auteur, c'est tout simplement un petit message que vous pouvez afficher à chaque fois avec votre nom et un petit message personnalisé. Des articles similaires qui seront recommandés et une section commentaires. À chaque fois, vous pouvez bien sûr déplacer les éléments pour les organiser comme vous le souhaitez. Et après, vous avez différentes options, notamment pour choisir ce que vous allez recommander comme article et le nombre d'articles que vous souhaitez recommander. Ensuite, on arrive dans la partie colonne latérale. C'est ce qui se trouve juste ici. Là, je vais passer en vitesse, mais si vous souhaitez créer une colonne latérale sur votre site WordPress, j'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet. Vous pouvez aller chercher sur la chaîne. Vous verrez qu'il y a une vidéo entière dédiée à ça. Et ici, on arrive au widget de pied de page. C'est ce qu'on va retrouver ici. Donc là, on a quelques options de mise en forme seulement. On va pouvoir configurer le contenu de notre pied de page et on verra comment faire pour ajouter différents éléments à votre pied de page. Et ici, on a le bas du pied de page, c'est-à-dire le petit message qui s'affiche juste ici. Souvent, c'est pas très utile, donc moi, je vais le désactiver.
Et là, je vais cliquer sur publier pour enregistrer mes modifications. Maintenant que notre thème est installé, on va passer à l'activation d'extensions. Les extensions, c'est ça qui va faire la richesse de WordPress. Ça va vous permettre d'ajouter plein de fonctionnalités à votre site, le plus souvent gratuitement. Pour cela, on a juste à aller dans extensions, ajouter, et on peut voir qu'on a toute une bibliothèque avec plein d'extensions qui vont ajouter différentes fonctionnalités. Vous avez juste à cliquer sur installer à chaque fois pour installer l'extension de votre choix. Parfois, si vous allez télécharger une extension sur un autre site, notamment quand c'est une extension payante, vous pouvez vous retrouver avec un fichier sur votre ordinateur. Et bien pour l'importer dans WordPress, c'est très simple, il vous suffit de cliquer ici sur téléverser une extension et vous pourrez importer le fichier de l'extension. Si on va dans populaire, on a toute une liste d'extensions qui sont très connues sur WordPress. Et nous, donc, on va installer différentes extensions qui sont essentielles selon moi. À chaque fois, on va les configurer ensemble assez rapidement. Mais si vous voulez retrouver des vidéos détaillées qui présentent ces plugins, et bien encore une fois, vous pouvez télécharger les 17 ressources WordPress indispensables. C'est le lien qui est en description. Et au moins, vous aurez une vidéo détaillée pour chaque extension qu'on va installer ensemble. Et avant d'installer une extension, c'est important de regarder la date de mise à jour. Si on voit que la dernière mise à jour date d'il y a plus d'un an, par exemple, je vous déconseille de l'installer puisque ça veut dire que l'extension n'est plus mise à jour et qu'elle sera peut-être plus compatible avec votre version de WordPress. C'est également important de regarder les avis clients, bien sûr, et de regarder le nombre d'installations actives. Tous ces indicateurs ils permettent de savoir si cette extension elle risque plus ou moins de générer un bug sur votre site. Là, quand on va dans ce genre d'extension, par exemple qui a 5 millions d'installations, 5 étoiles et mise à jour il y a 2 semaines, on sait qu'il y a peu de chances que ça crée un bug sur notre site. Nous, la première extension qu'on va installer, c'est Updraft Plus. Elle va nous permettre de mettre en place la sauvegarde automatique sur notre site. C'est cette extension. On peut voir qu'il y a 3 millions d'installations. Ensuite, on va prendre WP Fastest Cache. Ça, c'est une extension qui va permettre de mettre en place un système de cache sur votre site et donc d'améliorer sa vitesse. Pareil, on va l'installer. Ensuite, on va installer 2 extensions pour la sécurité de votre site. On a tout d'abord WPS Hide Login. Ça va permettre de changer l'URL de connexion à WordPress, puisque sur tous les sites de WordPress, par défaut, l'URL de connexion est /wp-admin. Donc n'importe qui peut y accéder et essayer de trouver l'identifiant et le mot de passe. Donc nous, on va le modifier grâce à cette extension. Et on va également installer WPS Limit Login, qui, elle, va permettre de limiter le nombre de tentatives de connexion. Ça va permettre d'éviter que quelqu'un tente différentes combinaisons de mots de passe en boucle sur votre site. Pareil, on va l'installer. On a ensuite l'extension Formidable Form qui permet de créer des formulaires de contact très facilement. Cookie Notice qui va nous permettre d'afficher une barre de notification sur notre site qui informe qu'on utilise des cookies. C'est obligatoire avec la règle RGPD. C'est cette extension qu'on va installer. Ensuite, on va prendre Yoast SEO. Ça, c'est une extension qui est indispensable pour avoir quelques réglages de base pour votre référencement naturel, c'est-à-dire pour que Google interprète bien votre site et le référence pour que votre site ressorte sur certains mots-clés. On va l'installer et on va prendre Elementor. Cette extension, c'est ce qu'on appelle un constructeur de pages. Par défaut, vous allez pouvoir construire vos pages directement sur WordPress, mais on va voir que l'éditeur n'est pas terrible, qu'il n'est pas très intuitif quand on est débutant. Grâce à Elementor, eh bien, vous allez pouvoir construire vos pages et avec des designs assez professionnels et très facilement. Et on verra qu'il y a beaucoup d'éléments que vous pourrez ajouter sur votre page grâce à ce constructeur. Donc on va l'installer. Voilà, maintenant, à chaque fois, je n'ai pas cliqué sur activer. Donc si je me rends dans extension installée, on peut voir que j'ai toutes les extensions qui sont installées, mais j'en ai aucune qui est activée, à part celle-ci qui était activée par défaut, que je vais d'ailleurs supprimer. Je vais cliquer sur désactiver puis supprimer. Voilà, là j'ai toutes mes extensions qu'on a installées ensemble. Je vais tout cocher et je vais cliquer sur activer, puis appliquer. Et maintenant, on va configurer chacune d'entre elles. Déjà, on peut voir que maintenant que j'ai activé différentes extensions, eh bien, j'ai différents onglets qui se sont ajoutés sur mon site, Cookies, SEO, WP Fastest Cache. Et en fait, à chaque fois que vous allez installer une extension, eh bien, souvent, ça va ajouter un petit onglet, soit qui sera caché quelque part, par exemple comme WPS Hide et Limit Login, qui sont dans Réglages, soit directement ici. Et c'est de là que vous pourrez configurer les différentes fonctionnalités en fonction des extensions. Nous, on va commencer par Updraft Plus. On va aller juste ici et dans Sauvegarder et restaurer. Comme je l'ai dit, ça permet de mettre en place la sauvegarde automatique. Là, je vais vraiment faire des réglages de base. Et vous, si vous voulez aller plus loin, eh bien, vous pouvez télécharger les 17 ressources WordPress indispensables et regarder la vidéo pour chacun des plugins. Nous, on va mettre une sauvegarde automatique hebdomadairement, par exemple. Pareil pour les bases de données.
Ici, vous allez pouvoir configurer un espace de stockage distant pour que vos sauvegardes soient enregistrées par exemple sur Google Drive ou Dropbox. Et on a juste à faire enregistrer les modifications. Et maintenant, toutes les semaines, eh bien, votre site va automatiquement être sauvegardé. Et si vous avez mis en place le sauvegarde distante, eh bien, les dossiers seront automatiquement sauvegardés dans Google Drive. Et ensuite, si un jour vous avez un problème, eh bien, vous aurez juste à aller ici dans vos sauvegardes et vous aurez un bouton Restaurer la sauvegarde. On va maintenant configurer WP Fastest Cache pour accélérer la vitesse de notre site. On va mettre actif, on va cocher ces cases. On va l'activer pour la page d'accueil, enfin pour toutes les pages. Voilà. On va cocher cette option, celles-ci qui vont permettre de minimifier la taille du code. Puis on va cliquer sur enregistrer. Une fois que c'est fait, on va maintenant configurer WPS Hide et Limit Login. C'est très simple. Dans Hide Login, vous allez pouvoir choisir une URL de connexion. Mettez quelque chose qui n'est pas logique. Évitez de mettre connexion par exemple, puisque la personne pourra tenter de mettre ça. Mettez quelque chose vraiment d'unique. Moi, je vais mettre EasyWP par exemple. Et faites attention bien sûr que ce ne soit pas l'URL d'une page qui est déjà existante, sinon ça risque de créer un bug. Et on va cliquer sur enregistrer les modifications. On va maintenant aller dans WPS Limit Login. Et là, vous allez pouvoir définir combien de tentatives vous allez mettre, le blocage et combien de temps la personne va être bloquée. Ici, vous pouvez décocher cette case si vous voulez. Ça va éviter d'afficher un crédit sur la page de connexion. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, c'est ça le crédit dont il parle. Soit vous pouvez le laisser pour montrer que c'est un formulaire qui est protégé, soit vous pouvez le désactiver. Ensuite, on a l'extension Formidable Form, qui est juste ici, et elle va nous permettre de créer des formulaires de contact. Par défaut, on peut voir qu'on a déjà un formulaire qui est créé. On peut cliquer sur modifier et juste modifier le titre à chaque fois, mettre en français. Moi, je vais supprimer ce champ. Je vais juste laisser celui-ci, je vais marquer prénom, email, hop. Ici, je vais marquer sujet et message. On verra par la suite comment l'intégrer sur votre page contact. Et si vous voulez voir comment personnaliser un peu plus votre formulaire, eh bien, je vous invite encore une fois à aller voir les 17 ressources WordPress indispensables. Ici, je vais cliquer sur mise à jour, puis je vais retourner sur mon tableau de bord et je vais aller dans Cookie Notice. Ici, on peut configurer le message qui va s'afficher. Vous pouvez laisser celui par défaut. Le texte du bouton pour accepter les cookies. Moi, je vais marquer accepter. Vous pouvez mettre un lien vers la politique de confidentialité. Ici, c'est obligatoire de cocher cette case. Avec le RGPD, on est obligé de laisser le choix à l'utilisateur de refuser l'utilisation des cookies. Et ici, vous allez pouvoir définir la durée d'expiration, quand c'est accepté ou refusé, puis définir un peu le design de votre barre. Je vais cliquer sur enregistrer les modifications. Et maintenant, si je me rends sur le site en navigation privée, on a cette barre qui apparaît, qui nous informe de l'utilisation des cookies. On va maintenant créer nos différentes pages, c'est-à-dire la page d'accueil, la page contact, etc. Et on va donc voir à quoi va servir Yoast SEO et Elementor, qui sont les deux dernières extensions qu'on a installées. Je vais retourner dans la section page, et ici on va commencer par la page d'accueil. On peut voir qu'on a un nouvel onglet qui est apparu ici, l'onglet Yoast SEO, et c'est donc à ça que va nous servir le plugin. Il va nous permettre de définir ce qu'on appelle les métadonnées, c'est-à-dire le métatitre et la métadescription. Et c'est tout simplement ce qui va apparaître dans les résultats de recherche de Google. Par exemple, si je tape formation WordPress, dans les résultats de recherche, on a à chaque fois un métatitre et une métadescription. Ce qui est bien ici, c'est qu'on va avoir un petit curseur qui nous permet de savoir si le métatitre et la métadescription sont à la bonne longueur. Et vous pouvez également ici mettre une requête cible, c'est-à-dire le mot-clé sur lequel vous voulez être référencé. Par exemple, si je marque formation WordPress, ici, Yoast SEO va analyser mon contenu et il va me donner des pistes d'amélioration et me dire si ce mot-clé est présent dans mon contenu, dans mes titres, tout ça, et si donc ma page est optimisée pour être référencée sur ce mot-clé. Moi, dans cet exemple, je ne vais pas configurer les métadonnées, vu que c'est juste un site de test, mais voilà, l'extension Yoast SEO va vraiment vous apporter beaucoup de fonctionnalités pour le référencement naturel de votre site. Maintenant, si je veux créer du contenu pour ma page d'accueil, on peut déjà voir qu'on a un panel sur la droite qui nous permet de définir déjà la visibilité d'une page. Est-ce qu'elle est publique, privée ou protégée par un mot de passe? Ici, on peut changer le permalien, c'est-à-dire changer l'URL. Et ensuite, c'est des petites options qui ne sont pas forcément intéressantes. Et c'est là qu'on va pouvoir créer tout le contenu autour de notre page. On peut voir ici qu'on peut cliquer sur un petit plus et on a différents blocs. Si je clique sur tout parcourir, on a tous les blocs qui existent. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'éditeur Gutenberg. C'est l'éditeur de base sur WordPress
qui va vous permettre de construire toutes les pages. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, je trouve que c'est un éditeur qui n'est pas très intuitif quand on est débutant, notamment pour créer une mise en page qui est personnalisée. C'est pour ça que nous, on va plutôt utiliser Elementor qui est juste ici, et vous allez voir que son utilisation est beaucoup plus intuitive. Je vais cliquer sur modifier avec Elementor, et on arrive ici. On a sur le côté tous les blocs qu'on va pouvoir ajouter. Je peux ajouter par exemple un titre et marquer bienvenue sur Easy WordPress. On va pouvoir définir la balise du titre. C'est très important ça pour le référencement, d'avoir un seul titre H1 par page. Par défaut, ça sera le titre de la page qui s'affiche ici. Donc à chaque fois que vous ajoutez un titre avec Elementor, laissez H2 ou mettez une autre balise. On va pouvoir choisir l'alignement et à chaque fois que vous ajoutez un bloc Elementor, vous avez toujours un onglet contenu qui permet de mettre le contenu en place. Et ici, à chaque fois, vous aurez un onglet style. Et ici, vous pourrez à chaque fois modifier et vous aurez différentes options en fonction des blocs. Ici, on peut modifier la typographie, l'ombre, la couleur. Si vous avez créé un modèle de titre bien particulier, en mettant une typographie, une taille, une graisse, tout ça bien particulière, vous pouvez l'enregistrer en cliquant juste ici et par exemple marquer titre principal. Et ça va vous créer un modèle que vous retrouverez ici. Et à chaque fois que vous ajouterez un bloc titre, si vous voulez directement mettre la même mise en forme, eh bien vous aurez juste à cliquer ici sur titre principal. Bon, moi, vu que j'ai fait aucune modification de police et tout, ça n'a rien changé. Mais vous, si vous avez fait des modifications, ça s'adaptera. Vous pouvez également enregistrer un code couleur si vous avez un code couleur particulier que vous utilisez pour tous vos titres ou pour différents éléments de votre site. Eh bien, c'est pareil, vous pouvez cliquer sur le petit plus, par exemple marquer couleur bouton. Comme ça, dès que vous ajoutez un bouton, eh bien, vous pourrez retrouver la couleur directement juste ici. Je ne vais pas vous présenter tous les blocs pour éviter que la vidéo soit trop longue, mais on retrouve des blocs basiques, le texte, les images, des titres, des boutons. Ensuite, on a les blocs de la version pro. Là, on va réduire. Et là, on a encore d'autres blocs qui sont gratuits, qui permettent de faire une mise en forme un peu plus avancée. On a vraiment pas mal d'options et vous pouvez vraiment faire pas mal de trucs. Et ici, on a une dernière section qui est WordPress. Et c'est les blocs natifs de WordPress que vous pouvez retrouver. Ensuite, pour vous expliquer brièvement comment fonctionne la mise en page sur Elementor, on peut voir que par défaut, on a un bloc qui prend toute la largeur. Mais si je veux avoir deux colonnes, eh bien j'ai plusieurs options. Soit directement ici, je clique sur le plus et j'ajoute une section avec le nombre de colonnes de mon choix. Soit je peux directement cliquer ici, faire un clic droit et cliquer sur ajouter une nouvelle colonne. On peut voir que ça passe en deux colonnes. Ici, je vais pouvoir choisir la largeur des différentes colonnes. Et quand j'ajoute plusieurs blocs, c'est assez simple de s'y retrouver. À chaque fois quand je survole, c'est encadré en bleu et je peux cliquer dessus pour modifier le bloc en question. Ensuite, si je veux modifier toute une colonne, je clique ici et c'est des réglages qui vont s'appliquer à la colonne. Donc je vais en ajouter une nouvelle pour vous montrer et que ce soit un peu plus clair. Voilà, ici je modifie uniquement cette colonne. Et donc si je mets une couleur d'arrière-plan, eh bien, ça va s'appliquer uniquement à celle-ci. Et si je veux modifier toute ma section, c'est-à-dire mes deux colonnes et tous les blocs qui se trouvent à l'intérieur, eh bien, je clique ici. Et là, vous voyez l'encadré bleu qui sélectionne vraiment tout mon contenu. Là, je vais pouvoir étirer la section et mettre une couleur d'arrière-plan. Par exemple, si je veux créer une bande colorée, je vais enlever la couleur d'arrière-plan juste ici. Voilà, comme ça me crée une bande colorée sur toute ma largeur. Et après, je peux ajouter bien sûr une nouvelle section qui cette fois n'aura pas d'arrière-plan. Et voilà, je peux organiser ma page comme ceci en créant mes différents blocs, mes différentes colonnes et mes différentes sections. Pour comprendre un peu plus le fonctionnement d'Elementor, j'ai fait une vidéo complète à ce sujet qui se trouve sur ma chaîne YouTube et également dans le document les 17 ressources WordPress indispensables. Imaginons que j'ai fini de créer ma page d'accueil. Là, on a une magnifique page d'accueil qui est très belle. Et donc, on a juste maintenant à cliquer sur mettre à jour. Et si je clique ici sur le petit œil, eh bien, j'ai ma page qui s'est créée. Le problème, c'est que quand je clique sur le logo, eh bien, ça ne me redirige pas vers la page accueil que je viens de créer, puisque WordPress ne sait pas que c'est une page d'accueil. Pour cela, on va aller dans les réglages. Donc, on retourne sur le tableau de bord. Dans réglages, lecture. Et ici, on va pouvoir définir notre page d'accueil et notre page des articles. La page des articles, c'est tout simplement la page qui va lister tous vos articles de blog. Ici, vous pouvez choisir aussi le nombre d'articles que vous souhaitez afficher sur la page blog. On peut par exemple afficher 15 articles. Et on va cliquer sur enregistrer les modifications. Maintenant, si je retourne sur mon site, on peut voir que par défaut, j'ai ma page d'accueil qui s'affiche. Là, je vais sur nos services, puis si je clique sur le logo, eh bien, ça me redirige bien vers ma page d'accueil. Une fois qu'une page est créée, vous pouvez la modifier directement avec Elementor en cliquant ici.
ou cliquer sur modifier la page pour modifier d'autres options comme les options de Yoast SEO par exemple. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ajouter notre formulaire de contact sur cette page. Donc on va cliquer sur contact, on va cliquer sur modifier la page et je vais cliquer sur modifier avec Elementor. Ici, je vais pouvoir taper formidable et on a un widget formulaire formidable. Là, le formulaire ne s'affiche pas, c'est un petit bug. Des fois, il faut juste cocher cette case, puis on peut la décocher. Et là, j'ai mon formulaire qui s'affiche. On va ajouter une nouvelle colonne, par exemple, qu'on va déplacer comme ceci. Et on va chercher icône. Et ici, par exemple, vous pouvez mettre une boîte d'icônes avec un numéro de téléphone. Mettre ici un icône de téléphone. Vous pouvez mettre, pareil, une boîte d'icônes avec votre email, voilà. Faire ce que vous voulez, et on peut voir qu'on a bien notre formulaire de contact. Une fois que vous avez créé votre page, vous pouvez également prévisualiser sur tablette et mobile. Si je mets sur mobile, juste ici, on peut voir qu'on a la mise en forme qui s'adapte, et à chaque fois, pour les blocs, eh bien, vous allez pouvoir choisir quelques options qui seront uniquement sur mobile. À chaque fois que vous voyez ce petit icône là, ça veut dire que ça s'applique uniquement sur ce type d'appareil. Par exemple, je peux modifier la taille, et cette taille s'adaptera uniquement sur smartphone, et après, je peux repasser aux différents types d'écran. Dans Avancé et dans Responsive, je peux choisir de masquer certains éléments en fonction du type d'appareil. Donc ça, c'est très bien pour créer des pages qui s'adaptent selon le type d'appareil. Je vais maintenant cliquer sur Mettre à jour. Et si je retourne sur mon site, on peut voir que j'ai maintenant ma page d'accueil et ma page contact qui a été créée. Je vous laisserai donc créer vos pages, puisque c'est au cas par cas, ça dépend de vos besoins. Et je vous laisserai donc faire ce que vous souhaitez avec Elementor pour créer les designs de votre choix. Ce qu'on va faire maintenant, c'est créer notre pied de page, parce qu'on peut voir ici qu'on a juste une barre noire et qu'on n'a aucune information dedans. Donc pour cela, c'est très simple. On va se rendre dans le tableau de bord, puis dans Apparence et Widget. Et ici, on va déjà pouvoir configurer notre colonne latérale, si vous voulez en afficher une, avec ces différents éléments. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est pied de page. On peut voir qu'on a pied de page 1, 2, 3 et 4. Et on va pouvoir choisir le nombre de colonnes à afficher. Je vais retourner ici, je vais aller dans Personnaliser. Ici, je vais aller dans Widget de pied de page. Et c'est là que je vais pouvoir modifier le nombre de colonnes. On peut voir qu'on peut modifier le nombre de colonnes en fonction du type d'appareil. Par défaut, il y a 4 colonnes. Donc c'est pour ça qu'on a 4 ici sections. Mais si je mets par exemple 3 colonnes, ici on a toujours les 4 sections. Mais le contenu, eh bien, je vais l'ajouter uniquement dans les 3 premières, puisque le contenu qui sera présent dans pied de page 4 ne s'affichera pas. Je vais cliquer sur Publier, et maintenant, on va ajouter notre contenu. Pour ajouter du contenu, c'est très simple, vous avez juste à choisir les différents widgets qui sont présents ici. En fonction de vos thèmes et de vos extensions, ça va ajouter de nouveaux widgets, mais on peut par exemple ajouter du texte, qu'on va mettre juste ici. Là, vous allez pouvoir configurer un titre, par exemple, nous contacter. Et là, vous allez pouvoir mettre un numéro de téléphone, un email et page de contact. Ensuite, on peut ajouter dans le pied de page numéro 2 les informations légales. On va mettre ici information et là, je vais marquer mention légale. Ici, si je surligne et que je clique ici, je peux mettre un lien directement vers ma page mention légale que j'ai créée. Pour cela, je mets un slash, puis je commence à taper le nom de ma page. Bon là, il ne la trouve pas, mais je sais que mon lien, c'est celui-ci. Et je clique sur Entrée. Ensuite, je fais Enregistrer. Maintenant, si je retourne sur mon site, j'ai mon pied de page qui apparaît. Bon là, il faudrait changer la mise en forme. Ici, si je clique sur Mention légale, ça me redirige bien vers ma page Mention légale. On va maintenant voir la section blog qu'on a vu en début de vidéo. Si je vais dans tous les articles, on peut voir que par défaut, on a un article qui a été créé, qui s'appelle Hello World. Nous, on va le mettre à la corbeille et je vais créer différents articles de test. Les articles, c'est pareil, vous pouvez les créer directement avec Elementor ou les créer avec le blog Gutenberg. Sur le côté, vous avez les mêmes options à peu près que pour une page. Vous avez les options également pour Yoast SEO. Donc c'est assez similaire à la création d'une page. Moi, je vais juste ajouter du texte à chaque fois. Je vais ajouter un deuxième article. Là, j'ai donc mes différents articles. Et vu que j'ai créé une page qui s'appelle blog et que dans les réglages, j'ai défini que c'était la page des articles, on peut voir que automatiquement, mes articles vont se lister juste ici. À chaque fois que je vais en créer un nouveau, eh bien, ça le mettra à cette page automatiquement. Si vous avez beaucoup d'articles de blog, vous pouvez créer des catégories afin de les regrouper en fonction de leur catégorie tout simplement. Par exemple, si vous avez un blog sur la cuisine, vous pouvez créer une catégorie qui s'appelle recettes sucrées et une catégorie qui s'appelle recettes salées. Ici, on peut voir qu'on a
une option catégorie parente. Ça va permettre de créer des sous-catégories. Par exemple, dans recettes salées, on pourrait avoir une sous-catégorie pizza où vous faites plusieurs articles de blog qui expliquent comment cuisiner différentes pizzas. Nous, on va rester juste ici avec nos deux catégories. Et une fois que vous avez un article, eh bien, pour l'assigner à une catégorie, c'est très simple. Soit vous faites modification rapide et ici, vous cochez la catégorie que vous souhaitez. Soit quand vous créez l'article, eh bien, vous choisissez juste ici directement une catégorie. Si je vais dans catégorie, on peut voir que j'ai un article de chaque et là je peux cliquer sur afficher et en fait ça va m'afficher uniquement les articles qui sont dans cette catégorie. Donc ce que vous pouvez faire pour un blog avec beaucoup d'articles et différentes catégories, c'est tout simplement dans menu, de créer un menu déroulant. Donc nous on va marquer ici catégorie, on va prendre recettes sucrées, recettes salées et on va les mettre juste en dessous de blog. Comme ça, si j'enregistre le menu et que j'actualise, on peut voir ici que j'ai mon menu déroulant qui me redirige directement vers la bonne catégorie. Voilà, vous avez maintenant donc un site WordPress avec votre en-tête, les différentes pages, un pied de page et que vous pouvez modifier assez facilement grâce à Elementor. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à créer votre site WordPress. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo pour améliorer son référencement. Et si vous voulez vraiment développer vos compétences sur WordPress, eh bien vous avez deux options. La première, c'est de vous abonner à cette chaîne en cliquant juste ici. Comme ça, vous aurez accès aux prochains tutos et vous pourrez découvrir toutes les vidéos que j'ai déjà faites. Je présente pas mal de fonctionnalités sur WordPress. Et vous pouvez également rejoindre gratuitement le club WordPress. C'est le lien qui se trouve en description. Et là, vous recevrez des conseils exclusifs directement dans votre boîte mail. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.